Bonsoir à toutes et à tous. Madame la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, ou plutôt devrais-je dire Madame la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir ce soir à l'espace Mendès France, ce lieu de culture scientifique et ouvert aux enjeux contemporains. Votre présence ici a du sens pour l'association qu'est l'espace Mendès France, puisque ça s'inscrit dans un travail mené depuis maintenant une dizaine d'années pour finalement faire apparaître, faire découvrir en réalité, hélas, la place des femmes dans les sciences et dans l'histoire des sciences. Et depuis 10 ans, en effet, l'espace Mendès France conduit un programme qui s'appelle Sciences en mouvement d'aile, avec le double objectif à la fois de contrecarrer l'invisibilisation des femmes dans la science et également, autre objectif, de briser le plafond de verre qui, aujourd'hui encore, bride trop souvent les jeunes filles dans la poursuite d'études scientifiques et de carrières scientifiques. Alors, ce programme, il prend différentes formes. Il prend notamment la forme d'intervention dans les établissements scolaires, puisque des jeunes doctorantes, des jeunes scientifiques, des jeunes femmes ingénieures vont à la rencontre des collégiens et des lycéens de toute l'académie de Poitiers pour finalement, alors à la fois désacraliser ce type de carrière, mais montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons que c'est possible de s'investir dans ce type de parcours. Donc, intervention dans les établissements scolaires, conférences, bien entendu, comme ce soir. Et puis, j'ajoute une spécificité de l'espace Mendès France qui est l'art et la science. Et notamment, je pense à un spectacle récent qui s'appelle Des étoiles dans le pudding. Alors, quel rapport avec les femmes et la science ? Des étoiles et dans le pudding, c'est un spectacle d'astronomie. J'ai assisté à la séquence des moins de 6 ans. Il y avait des moins de 6 ans dans la salle qui étaient attentifs d'un bout à l'autre de l'heure et demie du spectacle. Je n'ai pas assisté aux séances avec les collégiens. Il semblerait qu'ils aient été plus remuants que les enfants. Bref, donc en fait, ce spectacle raconte l'histoire de l'astronomie et surtout les noms oubliés dans l'histoire de l'astronomie. Et donc, je ne sais pas qui dans la salle connaissait, moi non, hein, Aglaonis de Thessalie, première femme astronome au IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Et à vrai dire, elle passait pour une sorcière à l'époque pour ses prédictions sur les éclipses de lune. Qui connaît également Nicole Reine-Lepaute. C'est une calculatrice et astronome française du XVIIIe siècle et elle a calculé avec précision la date du retour de la comète de Halley en 1759. Donc on pourrait citer de cette manière-là une quinzaine de pionnières scientifiques dans le domaine de l'astronomie. On va vous le donner à voir dans un prochain spectacle qui s'appelle L'effet Mathilda et qui racontera l'histoire de cette quinzaine de femmes oubliées de l'histoire de l'astronomie. Alors évidemment, voilà qui résonne avec vos travaux de mise en lumière des pionnières dans la magistrature et dans la justice. Vous faites vous-même partie des pionnières et c'est vrai qu'encore au XXIe siècle, il y a des pionnières, des femmes pionnières qui investissent des lieux de pouvoir. Bon, en l'occurrence, je devrais sans doute dire d'autorité, puisque dans la Constitution de 1958, on parle bien d'autorité judiciaire. Et j'ai vraiment l'honneur ce soir de vous transmettre le micro à vous, à la femme engagée que vous êtes. Héloïse Morel va dialoguer avec vous et finalement, ce sera le prolongement d'une table ronde qui vous a réunis à l'Hôtel de Ville avec la présidente de l'université, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, la maire, et puis la rectrice, parce que, in fine, Poitiers se distingue par une surreprésentation des femmes dans des postes aujourd'hui visibles dans l'espace public. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Gwenola Jolicos, de vous accueillir autour de ce livre, Femmes de justice, et ce titre que vous avez souhaité donner à la conférence Retrouver les pionnières. Donc, on a d'autant plus un autre lien, puisque vous avez écrit l'édito d'une recherche-action que nous avons menée avec l'Université de Poitiers sur les violences conjugales et intrafamiliales
pendant les confinements. Donc voilà, c'est un livre blanc dont vous avez eu la gentillesse d'accompagner voilà, ce travail d'état des lieux et après de constats et de recommandations voilà, que nous faisons. Je vous invite, si vous ne l'avez pas découvert, il y a quelques exemplaires et il est aussi en ligne. Mais ce soir, donc, je vais revenir pour cette introduction quand même sur votre parcours. À 22 ans, vous entrez à l'École nationale de magistrature et vous dites dans ce livre qu'à 42 ans, vous devenez féministe. Mais entre-temps, vous avez ce parcours de juge d'instruction à Saint-Nazaire, puis Cayenne en Guyane. Ensuite, vous devenez secrétaire général du tribunal de Nantes, puis présidente du tribunal à Mayotte, Thonon-les-Bains et Pontoise, puis Poitiers depuis 2020. Vous êtes la magistrate qui a mis en place quelque chose qui résonne justement sur la question des violences, le bracelet anti-rapprochement. En septembre 2020, mis en place après, j'ai cru comprendre, de longues discussions et luttes aussi. Et en 2004 aussi, vous faites partie des membres fondatrices de l'association Femmes de Justice. On aura l'occasion de revenir. Alors vous dites dans cette introduction, vous évoquez la sororité, le féminisme, et pour vous, cela a été l'ouverture du champ des possibles avec, vous écrivez l'oxymore « choisissez tout ». Et je voulais, avant de vous poser une première question, citer quelqu'un qui nous est aussi proche à l'Espace Mendès France, qui est une historienne qui s'appelle Michèle Perrault, que nous avons eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises, qui a l'amitié aussi de nous écrire des articles dans la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Et c'est les premières lignes en fait, d'un livre qu'elle a écrit en 1998, qui s'intitule « Les femmes ou les silences de l'histoire », et où elle écrit « Silencieuses les femmes, mais on n'entend qu'elles », diront certains de nos contemporains, qui éprouvent jusqu'à l'angoisse l'impression de leur irrésistible ascension et de leurs paroles envahissantes. Elle, toujours elle, vorace, pépiante, mais plus seulement dans les salons de thé, débordant désormais du privé au public, de l'enseignement au prétoire, des couvents aux médias et même au Cicéron, Saint-Just et Jaurès au Parlement. Certes, l'irruption d'une présence et d'une parole féminine en des lieux qui leur étaient jusque-là interdits ou peu familiers est une innovation du dernier demi-siècle qui change l'horizon sonore. Il subsiste pourtant bien des zones muettes et en ce qui concerne le passé, un océan de silence lié au partage inégal des traces, de la mémoire et plus encore de l'histoire, ce récit qui si longtemps a oublié les femmes, comme si vouées à l'obscurité de la reproduction inérable, elles étaient hors du temps, du moins hors événement. Et vous, justement, ce livre-là, c'est revenir sur ces traces, vous donner finalement la parole à ces parcours de femmes, à ces inconnus pour vous, puisque finalement, c'est ce que vous dites aussi. Vous avez à 22 ans, vous arrivez et vous ne savez pas qu'il y a toutes ces femmes derrière vous, comme on ne sait pas forcément dans les sciences qu'il y a eu ces femmes auparavant. Et donc, le livre est conçu en fait sur un certain nombre de parcours de premières femmes qui arrivent à des postes, qui arrivent en fait dans l'univers de la justice, mais vous entrecoupez systématiquement, et ça c'est aussi un bel outil, avec des notions du féminisme dont on va un peu dérouler ce soir. Donc moi, ma première question, c'était est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, ce qui vous a amené justement à ce livre, et comment vous avez mené ces recherches, parce que c'est un travail quand même très impressionnant d'entretien et de recherche de ces inconnus. Merci beaucoup, Madame Morel. Merci, Madame la directrice, pour vos propos de bienvenue et pour votre invitation de ce soir dans ce si bel espace Mendès France, qui est vraiment un lieu de transmission et de dialogue avec la cité. Parce que c'est aussi l'objectif d'une soirée comme celle-ci, c'est de vous montrer qu'un magistrat, une magistrate de la République française, qui désormais incarne la hiérarchie judiciaire, eh bien vient avec vous, citoyens et citoyennes, échanger, discuter. Et c'est aussi quelque part mon intention que de briser cette façon de montrer et de parler de la magistrature comme d'une caste, d'un entre-soi, de gens qui vivent dans une tour d'ivoire, qui ne sont pas en lien avec la cité, qui ne comprennent pas ce qui s'y passe et qui seraient très loin des aspirations des citoyens et des citoyennes. Donc ce que je fais ce soir aussi, c'est redire et rendre, être dans une démarche de redevabilité à l'égard de la population et du peuple français au nom duquel je rends justice tous les jours. Là, je sors d'une audience
il y a quelques heures encore, je tenais une audience avec des gens qui venaient me demander justice. Alors, ce parcours, vous l'avez décrit, Madame Morel, merci beaucoup. Effectivement, j'ai voulu devenir magistrate très jeune, très tôt, c'était ce que je voulais faire. Et donc, après mes études, je me suis très vite tournée vers le concours de l'École nationale de la magistrature. Et je suis rentrée dans cette école tout à fait ignorante de l'histoire du corps. On était beaucoup de femmes dans ma promotion. Moi, je suis de la promotion 1990. Donc il y avait déjà des femmes, donc ça me semblait naturel. Moi, je n'avais pas compris qu'il y avait eu un problème avant. Voilà. J'étais tranquillement installée dans ce confort des jeunes femmes de l'époque qui n'avaient finalement pas eu d'obstacles sur leur parcours. Je fais partie aussi des jeunes femmes qui avaient bénéficié de la contraception. Et donc toute cette vie, aussi bien privée que professionnelle, me semblait très simple finalement. Et je pensais que tout cela allait se dérouler très naturellement. Il a fallu que les années passent pour que je comprenne que rien de tout cela n'allait être naturel et simple, et que l'institution judiciaire, comme toutes les grandes institutions, et comme l'État de manière générale, plus précisément l'État, et bien que les mécanismes de sexisme, de biais de genre, de misogynie, de plafond de verre, que tout cela existait dans la magistrature comme ailleurs. Et ce parcours, en fait, que j'ai fait, ces 20 années, quand je dis entre 22 et 42, eh bien, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais par contre, à 42 ans, tout à coup, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, cette magistrature. C'est quand même bizarre. Nous sommes de très nombreuses femmes. Mais en même temps, je me pose la question pour la première fois en me disant, mais finalement, c'est qui la première femme magistrate ? C'est une question toute simple, que à peu près tous les corps de métier se sont posés ces dernières années. C'est qui la première ? Et moi, je suis pareil, naturellement, assez simplement, je me tourne autour de moi, autour de ma communauté judiciaire, et je leur demande, mais en fait, tu sais qui c'est, la première femme magistrate ? Et je me trouve face à ce silence de l'histoire dont Michel Perrault parle si bien. Voilà. Personne n'était capable de me dire qui était la première femme magistrate en France. Alors, mon deuxième réflexe a été de me tourner vers mon institution, c'est-à-dire que j'ai demandé à la chancellerie, au ministère de la Justice, je leur ai dit, vous avez dû garder des traces, vous êtes sans doute capable de me dire qui est la première femme magistrate. Pas plus. Ce qui veut dire que la mémoire institutionnelle n'avait pas été conservée, qu'il n'y avait pas de traces de cette femme, et que finalement, quelque part, l'institution n'avait pas voulu garder cette trace, n'en avait pas considéré l'utilité et n'avait pas voulu faire œuvre de mémoire pour nous tous collectivement. Et en fait, c'est ce constat qui a été un déclic pour moi. Voilà. Il y a eu un moment, je me souviens encore, j'étais le soir tard dans mon bureau à Pontoise, et là je me suis dit non mais là c'est pas possible. On ne peut pas me laisser dans l'ignorance de cette première femme, je vais la chercher. Alors j'ai été juge d'instruction longtemps, ça m'a servi, et donc je me suis mise en quête de ce nom, de son identité tout simplement, retrouver son nom. Ça a déjà été très dur de retrouver son nom, et bien sûr j'ai plaisir à la citer aujourd'hui, c'est Charlotte Béquignon-Lagarde. Vous savez, pour éviter de dire une femme a été, sans donner son nom. Alors, ce n'est pas une femme qui est devenue cette première juge, c'est Charlotte Béquignon-Lagarde. Et cette femme, après avoir retrouvé son identité, eh bien, j'ai voulu essayer un peu de tracer son histoire, d'avoir quelques éléments sur elle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, puisque les institutions ne pouvaient pas me répondre, je me suis tournée vers sa famille. J'ai donc recherché sa famille et j'ai retrouvé son fils, un charmant agrégé de 83 ans, qui m'a invitée à prendre le thé chez lui et qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Et c'est un moment très émouvant, en fait, très précieux, quoi. C'est-à-dire que si ce monsieur ne me raconte pas l'histoire de sa maman, aujourd'hui, à 83 ans, plus personne ne pourra raconter l'histoire de cette femme. Et il m'a tendu cette photo, la seule photo que nous avons d'elle, qui est dans le livre. Personne d'autre n'a de photo d'elle. L'institution n'en a pas gardé. J'ai fait venir son dossier administratif des archives, et il n'y a pas de photo d'elle dedans. Donc, aucune autre photo officielle d'elle n'existe. Enfin, officielle, pour peu qu'elle soit officielle, car justement, ce n'est pas une photo où elle est en robe de magistrate, posant dans un palais, en position d'autorité. Au contraire, c'est une photo assez familiale, assez simple, en fait, d'elle. Et c'est la seule image que nous ayons d'elle. Et j'ai trouvé ce moment très fort, en fait. J'ai publié ce portrait dans une revue qui est très lue dans la magistrature et qui a eu beaucoup d'échos. Beaucoup de gens se sont tournés vers moi. Et pour faire une petite incise, parce qu'il y a des avocats dans la salle, des avocateux dans la salle, eh bien les avocateux, elles avaient gardé la trace de leur pionnière. Jeanne Chauvin, tout le monde la connaît. Vous tapez Jeanne Chauvin sur Internet, vous avez sa photo, sa première plaidoirie, des articles de presse de l'époque. Il y a des salles Jeanne Chauvin partout dans les barreaux. Enfin, voilà, les avocats, eux, ils avaient trouvé important de garder trace de leur pionnière. Et pas les magistrats.
Voilà. C'est quand même une réalité factuelle. Il faut qu'on s'y confronte à cette réalité parce qu'elle veut dire quelque chose. Ça n'est pas neutre, évidemment. Un corps qui ne garde pas trace de sa pionnière, ça n'est pas neutre. En fait, c'est ce que je vais vous expliquer au fil de notre soirée commune, c'est que en fait, tout ça, c'est parce que c'était adossé à un refus très profond de l'entrée des femmes dans la magistrature. Voilà pourquoi Charlotte Béquignon-Lagarde n'a pas été mise en valeur. C'est parce que finalement, elle a brisé un front très très fort des hommes tout au long du 19e siècle et du début du 20e siècle de refus de l'entrée des femmes dans la magistrature. Et puis une fois que j'avais trouvé la première, j'ai eu envie d'en trouver d'autres. C'était inévitable. Justement, sur la question de l'accès aux archives, finalement, on se rend compte, bon, il y en a qui sont encore vivantes que vous avez pu rencontrer, mais sur celles, sur les premières, c'est là, quelles archives vous avez eues? Alors, je n'ai aucune archive autre que familiale. En fait, tous les portraits que je dresse ici sont des portraits uniques que personne d'autre ne pourra refaire, puisque c'est parce que j'ai été à la rencontre des familles. Alors, j'ai été dans des appartements à Paris, dans des maisons de vacances à Bordeaux, dans des châteaux de la Loire, enfin, voilà, dans des tas de lieux tout à fait improbables, où les familles m'ont reçue, beaucoup les filles, je dois dire. Là, c'était le fils de Charlotte, mais c'est beaucoup de filles de ces femmes qui m'ont ouvert les greniers, les cartons. On a recherché des images d'archives, des articles de presse que les dames avaient gardés. Donc, c'est un travail, en fait, très, très familial, très intime. Alors là aussi, ça nous ramène à l'histoire des femmes. Est-ce que l'histoire des femmes n'est qu'intime? Là, en tout cas, c'est mon témoignage. Moi, ça n'est que les familles qui m'ont transmis quelque chose parce que l'institution n'avait rien gardé. Parce qu'après avoir demandé la première pionnière, je me suis dit, moi j'étais présidente de tribunal à l'époque, je me suis dit, bon allez, c'est qui la première femme qui a présidé un tribunal en France? Bon, vous imaginez, même réponse. On n'avait pas son identité, j'ai d'ailleurs eu du mal à la trouver. C'est Dominique Gianotti, en 1970, qui sera la première femme présidente d'un tribunal à Fontainebleau. Et c'est pareil, c'est parce que sa fille m'a raconté tout ça que je l'ai su. Donc pas de traces articulées, pas de traces conceptuelles en quelque sorte. Finalement, que des traces familiales, intimes, personnelles. Et j'ai ressenti, je dois le dire, je l'écris, mais une certaine urgence à faire ça. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Voilà, j'ai été poussée par ça. J'ai mis 4 ans. Il y a 17 portraits, j'ai mis 4 ans. Et ces 4 années, je me sentais poussée par l'urgence. Je me disais, il faut le faire, quoi. Il faut le faire maintenant. Parce que ces femmes, elles sont nées, grosso modo, au début du XXe siècle. Donc les filles, elles commencent à être un peu âgées aussi. Vous voyez, ça va se perdre, quoi. Parce que la maison de famille va être vendue. Les petits-enfants, ils vont tout jeter. Ils vont se dire, la grand-mère, bon. Voilà, et tout ça va disparaître, c'est sûr. Et alors, justement, vous retracez aussi l'histoire... donc, c'est 1946, la date... à laquelle les femmes ont l'entrée des femmes dans la magistrature. Mais ça s'inscrit dans des débats qui ont eu lieu dès les années 30 sur la légitimité ou non des femmes à entrer dans ce corps de métier. Et donc, évidemment, dans les arguments qui sont donnés, il y a plein de lieux communs, donc démodés comme pour refuser en fait l'arrivée d'une promotion féminine. Dont, alors je cite, leur manque d'autorité, leur sensibilité trop grande, leur défaut d'objectivité. Et donc ça, c'est des choses qui reviennent quand même largement dans les portraits que vous décrivez, mais ça revient aussi dans les notions que vous traversez. Alors aujourd'hui, il y a une essentialisation encore des femmes de la justice. Enfin, est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce caractère essentialiste de la justice? Alors, il faut bien qu'on le sache collectivement, qu'on ait tous cette histoire commune partagée. Les femmes ont été rejetées de tous les métiers d'autorité, consciencieusement, pendant des siècles et des siècles. Et la magistrature n'y a évidemment donc pas dérogé. Ça a été un métier qui a été refusé aux femmes. On a considéré que cet exercice de l'autorité, du pouvoir judiciaire, un pouvoir régalien s'il en est, voilà, mettre en prison, prendre des décisions aussi importantes que la détention, c'était considéré comme inaccessible aux femmes. Voilà, c'était pas possible que les femmes exercent ces métiers. Et puis, au fil du 19e, une certaine tension s'est créée quand les femmes ont commencé à faire des études de droit. Elles ont commencé à être des juristes. Bon, donc on est juriste, mais on ne peut pas exercer les métiers de juriste derrière. Il commence à y avoir une petite tension là. C'est pour ça que les femmes vont obtenir de devenir avocates dès 1900. Enfin,
façon de parler. Évidemment, je compare, hein, c'est 50 ans avant les femmes, mais c'est quand même évidemment très loin dans notre histoire commune. Les femmes vont pouvoir devenir avocates en 1900. Il va y avoir encore quasiment une cinquantaine d'années avant que les femmes puissent devenir juges. La posture est très différente. Un avocat, ça défend, mais ça ne prend pas de décision. Donc là, bon, c'était possible. Mais dès lors qu'il s'agissait de prendre des décisions, ça, pour les femmes, c'était pas possible. Et ça n'a été considéré comme impossible qu'au bénéfice d'arguments profondément essentialistes, comme vous le rappelez, Madame Morel. Qu'est-ce qu'on a dit des femmes ? On a dit que les femmes, elles ne seraient jamais capables d'exercer une profession aussi importante que juge, parce que, eh bien, vous le savez, bien sûr, elles sont versatiles. Ces femmes, on ne peut pas leur faire confiance. Une fois, elles vont mettre des peines lourdes, une fois, elles vont mettre des peines faibles, on ne va pas savoir, elles sont incohérentes. Évidemment, vous savez comment sont les femmes, quoi. D'accord ? Et puis, il y a un problème une fois par mois. Comment elles vont rendre des décisions comme ça. Et puis, bon, l'autorité, ce n'est pas leur truc. Elles ne seront pas capables d'avoir de l'autorité face aux gens qu'elles auront en face d'elles pour les interroger, les confronter, rechercher la vérité. Elles ne pourront pas. Elles seront trop émotives. Et puis, elles vont pleurer, à tous les cas. Ça va être terrible. Un pauvre enfant abandonné, ça va les faire pleurer. Mais un méchant qui fait des choses graves, elles vont pleurer aussi. Aller sur des scènes de crime, c'est pas possible. Elles vont évidemment tourner de l'œil si elles voient un cadavre et du sang. Vous voyez, tout ça, en fait. Et c'était tranquillement dit et écrit, vraiment considérant que les femmes ne pouvaient pas faire tout ça, que ça serait pas possible. Et puis, il y a un grand problème chez nous aussi, qui est beaucoup repris dans les écrits de l'époque, c'est le fait de prendre la parole en public. C'est vraiment considéré comme un exercice inaccessible aux femmes. Les femmes ne savent pas parler, ne savent pas prendre la parole. Or, une audience, c'est présider. C'est prendre la parole tout le temps. Je le dis devant Madame Loquet, qui est présidente de chambre et qui dirige tous les jours des procès pénaux très importants. Toutes ces femmes présidentes d'assises qui exercent aujourd'hui, eh bien, la maîtrise de la parole, c'est fondamental. Or, on nous disait que les femmes n'étaient pas capables de prendre la parole. On sait que c'est encore un problème, la prise de parole des femmes. Vous vous souvenez de ces femmes moquées à l'Assemblée nationale ? Au fil de l'eau, Cécile Duflot pour sa robe bleue, une autre députée avec les députés autour qui caquettent autour d'elle quand elle prend la parole. Donc, vous voyez, on voit bien que la question de la prise de parole publique en lieu d'autorité, c'est un sujet qui perdure. Alors à l'époque, encore plus. Donc c'est tous ces arguments qui vont être développés pendant des années pour dire non, les femmes ne peuvent pas être juges. Bon, et puis quand même, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale arrive, le droit de vote, l'accès des femmes au droit de vote, donc il n'y a plus d'incapacité civile de la femme. À partir de là, ça devient plus compliqué. Et puis il y a des femmes extraordinaires, des députées, notamment Germaine Poinceau-Chaput, qui va être très très militante de la question. Et finalement, la loi du 11 avril 1946 va permettre aux femmes d'intégrer la magistrature. Mais c'est vraiment un parcours long et tumultueux. Ça n'aura pas été facile d'obtenir cette loi. Et même lorsque cette loi est votée, les hommes sont encore très très réticents. Et donc, les femmes vont rentrer très progressivement dans la magistrature. Il ne faut vraiment pas penser que ça va être un raz-de-marée et que tout à coup, des centaines de femmes vont rentrer dans la magistrature. Pas du tout. Elles vont rentrer au compte-gouttes. 1, 2, 4, 10, enfin vraiment très très lentement tout au long des années 50 et 60. C'est un mouvement très très lent. Et les hommes, au sein de la magistrature, vont continuer à beaucoup le refuser. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont dire pour continuer l'essentialisation ? Ils vont dire, bon, d'accord, allez, des femmes juges. Mais alors, juges des enfants. Mais alors, bon, juges aux affaires familiales. Allez, ça ira bien. D'accord ? Donc, elles vont d'abord être mises dans des positions où on pense que leur, et alors là, on repart sur l'essentialisation, que leur qualité féminine, et là, on repart dans l'autre sens, l'empathie, la douceur, la capacité à écouter, toutes ces capacités soi-disant féminines, je le réfute totalement. Pour moi, il n'y a aucune capacité et qualité ni féminine ni masculine. Mais c'est ça que les hommes vont mettre en valeur dans les premières années pour, en fait, finalement, les réduire à des positions uniquement liées à la famille, à l'écoute, à la minorité. Voilà, qui semblait être le champ naturel des femmes. Et justement, on retrouve dans votre livre plusieurs tableaux ou même répartitions entre les hommes et les femmes, soit les procureurs, par exemple, de cour d'appel, sont justement majoritairement des hommes. Enfin, vous avez fait ce travail aussi de recenser et de visibiliser les noms des femmes pour que justement ça ne soit pas une femme qui reste
Voilà le nombre de femmes par cour d'appel, enfin en présidente de cour d'appel par exemple. Et vous dites 2023, École nationale de la magistrature, 30% d'hommes, 70% de femmes. Donc aujourd'hui, on a un large renversement. Et pour autant, la répartition, elle reste toujours sur des postes clés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Alors le corps de la magistrature, comme beaucoup d'autres corps autour de nous, vit ce grand effet ciseau entre la mixité et la parité, qui sont deux sujets qu'il faut bien distinguer pour réfléchir. On ne peut pas bien réfléchir si on ne distingue pas les deux sujets. Et d'ailleurs, dans la conversation usuelle, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant à ne pas mélanger les deux sujets, parce que c'est source de confusion. Alors oui, de la mixité dans la magistrature, aujourd'hui, il y en a. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de femmes magistrates aujourd'hui en France ? Vous diriez combien ? Vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup ? Ou pas beaucoup ? Qu'est-ce que vous en diriez ? Vous diriez beaucoup ? On dit maintenant que c'est une profession féminisée, donc dévalorisée. Vous avez une idée ? C'est 72%. Là, au 1er janvier 2023, c'est 72% de juges qui sont des femmes. Donc, vous voyez, la mixité, ça y est, c'est acquis. C'est 2002, la bascule. En 2002, on passe à 50% du corps. Donc, vous voyez, en 1946, 0. En 2002, 50. En 2023, 72. Donc, la mixité est acquise. Il y a des femmes juges aujourd'hui. Et donc, bien sûr, elles ne sont plus que juges des enfants ou juges des affaires familiales. Elles sont au parquet, elles sont présidentes de cour d'assises, elles font du pénal, elles sont juges d'instruction, elles font tout maintenant. Évidemment, à 72% du corps, elles font tout maintenant. Donc ça y est, la mixité est acquise, c'est un corps mixte. Et même au-delà de la mixité, puisque 72%, c'est vraiment un taux important de féminisation de la magistrature. Alors en dehors du fait, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, qu'à partir du moment où un corps se féminise, comme par hasard, on le critique. C'est-à-dire qu'avant, quand c'était que des hommes, c'était parfait, mais quand c'est des femmes, tout à coup, ça pose problème. Tout à coup, on interroge la façon dont la justice est rendue, parce que ce sont des femmes qui rendent la justice. Bon, donc ça, c'est déjà un sujet en soi. Mais ce sur quoi vous m'interrogez, Madame Morel, c'est vraiment après sur ce qui va se passer entre la mixité et la parité. C'est-à-dire qu'on est mixte, d'accord, mais en revanche, les postes de responsabilité ne sont pas partagés. Aujourd'hui encore, la magistrature est largement dirigée par les hommes. Alors c'est tout à fait documenté, j'ai fait des études très précises. L'effet ciseau, il se précise un peu comme partout, c'est 70-25. On a à peu près 25% de femmes en responsabilité dans la magistrature. Quand je dis en responsabilité, vous voyez, c'est président de tribunal ou procureur, c'est vraiment au niveau d'un tribunal, et puis au niveau d'une cour d'appel, premier président et procureur général, qui sont les postes d'organisation, on va dire, de direction et de responsabilité. Alors là, ces postes-là, c'est 25% de femmes, mais inutile de vous préciser, bien sûr, que c'est 25% de femmes dans les postes les plus petits, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va donner les petits tribunaux aux femmes, et puis les gros tribunaux aux hommes. Donc, par exemple, la cour d'appel de Poitiers l'illustre parfaitement. Le tribunal des Sables-d'Olonne, qui est un tout petit tribunal, c'est une femme qui le dirige. Le tribunal de Poitiers, qui est un très gros tribunal, c'est un homme qui le dirige. Voilà, vous en avez l'exemple tout simplement devant vous, donc c'est clair. Et puis l'exemple le plus important, le plus frappant, je trouve, c'est que les tribunaux sont classés, parce qu'il y a des petits puis il y a des très gros. Et il y en a 12 très gros. 12. Alors là, vous imaginez, c'est les très gros de la région parisienne. Paris, bien sûr, Bobigny, Créteil, Nanterre, et puis après, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. Il y en a 12. D'après vous, combien y a-t-il aujourd'hui de femmes qui dirigent un de ces 12 tribunaux ? Ah, 0, vous êtes vraiment pas optimiste. 1. Vous êtes trop optimiste. 2, voilà, tout de suite, vous allez trop loin. Non, 1. Un seul tribunal est aujourd'hui dirigé par une femme, de ces très gros tribunaux. Donc, à mon époque, puisque j'ai dirigé un de ces très gros tribunaux, à mon époque, il y a eu une acmé, là, tout à coup, on a été 3. Le maximum, ça a été 3. Quand Nanterre, Pontoise et Marseille étaient dirigés par des femmes. C'était à mon époque. C'était il y a 3 ans avant que j'arrive ici. Voilà, donc vous voyez, le maximum qu'on ait eu, c'est 3 sur 12. Donc, ça nous dit quelque chose quand même, d'un corps qui n'est pas capable encore de partager de manière équitable les responsabilités. Parce que c'est bien d'être juge, c'est un beau et grand métier que d'être juge, mais c'est autre chose que d'assurer la direction des tribunaux.
de faire des choix. Et ça, on en a souvent parlé ensemble. Pourquoi des femmes en responsabilité? C'est aussi pour qu'elles mettent sur la table leur sujet d'intérêt, leur façon de voir les choses, leur façon de parler. Et c'est là où on peut recroiser avec les violences faites aux femmes. On peut, lorsqu'on est en possibilité de diriger, dire, eh bien, moi je pense que ce sujet est un sujet important et nous allons nous y atteler. Alors justement, pour croiser aussi avec ça, il y a la question aussi de l'origine sociale de ces femmes, des portraits que vous avez présentés. Et ça recoupe avec ce que vous venez de dire sur les sujets après de prédilection de ces femmes. Et un exemple, j'aimerais bien que vous en parliez, parce que c'est Marie-Jeanne Lagravère, qui a été la première procureure de la République en 1974, qui, sur les bancs de l'université, se sentait comme une souillon, ça c'est ces mots. Ou alors, on a aussi en origine populaire Simone Gaborio, qui a été la première présidente d'un syndicat de magistrats en 1982. Elle aussi, elle venait d'un milieu populaire, de parents maçons, et elle arrive à ces postes-là. Et les deux, je trouve, en tout cas dans leur parcours, vont défendre des causes des minorités, en tout cas sociales, vont être aussi dans des causes des femmes, ou être même pour Simone Gaborio, par exemple, sur la question aussi de la protection des détenus. Enfin voilà, elles vont être sur des causes un peu des minorités. Est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas quelle image vous avez aujourd'hui de la magistrature. Peut-être l'image d'un corps privilégié, d'élite, de gens qui finalement font partie d'un milieu socioculturel très élevé et peut-être un peu protégé. Donc cette image de ce corps, il faut vraiment beaucoup la moduler et on le voit très bien à travers ces portraits de premières responsables de l'institution. Beaucoup venaient de milieux très très défavorisés, très modestes, et sont plutôt l'illustration de la réussite républicaine, du mérite républicain français. C'est-à-dire qu'elles ont simplement réussi leurs études très bien et réussi ce grand et difficile concours de l'École nationale de la magistrature, parce que vous savez que c'est un concours très exigeant, mais elles l'ont reçu parce que tout simplement elles étaient douées, opiniâtres, travailleuses, et qu'elles ont réussi à atteindre ces postes ainsi, venant elles-mêmes de milieux parfois très défavorisés. Marie-Jeanne Lagravère en est un très bon exemple. Elle est vraiment d'un milieu presque pauvre, avec des parents qui sont des immigrés de la première génération, des immigrés espagnols, et qui vivent de manière vraiment très très simple. Et elle va devenir, elle, première procureure de la République à Montauban en 1974. Vous voyez, c'est des beaux parcours sociaux aussi qu'elles illustrent, ces femmes-là. Alors évidemment, pour dire la vérité, il faut tempérer. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui viennent de milieux déjà privilégiés. Et Charlotte Béquignon-Lagarde n'y échappe pas. Elle est la première femme agrégée de droit en France en 1931. Son père est lui-même agrégé et son fils sera agrégé. Bon, donc ils sont quand même d'une lignée de personnalités qui ont une histoire juridique. Donc il y a les deux, on va dire. Alors c'est toujours vrai aujourd'hui. La magistrature est un concours qui est accessible à toute personne qui a réussi ses études de droit et décide de se consacrer à ce concours. Je trouve que c'est important de vous le dire aussi pour que vous n'ayez pas l'impression que les juges sont que des gens qui viennent de milieux parisiens et privilégiés. Non. En réalité, si on veut devenir magistrat, si on veut exercer ce métier, on peut le faire. Et effectivement, elle l'illustre et c'est une bonne chose. Alors après, il y a la question de savoir comment naviguer dans un univers comme celui de la magistrature, qui est un univers très codé. Vous savez, c'est tout petit, la magistrature. Vous avez une idée de combien il y a de magistrats en France? Pas facile d'avoir des ordres d'idées. Vous pensez que c'est beaucoup? Quelques centaines, quelques milliers? Qu'est-ce que vous diriez? Pardon? Quelques centaines? Un peu plus quand même? Parce que vous voyez déjà 100 000? 5 000? Un petit peu plus encore. C'est 8 500 magistrats en France. 8 500 magistrats, vous voyez, c'est quand même tout petit, c'est un tout petit corps. Donc, même si on compare avec les avocats, 70 000 avocats en France, dont 30 000 au barreau de Paris. Vous voyez, déjà, pour avoir une idée, 8 500 magistrats, 60 000 avocats. Donc, vous voyez, déjà, on a une idée un peu des grandes masses. Donc, 8 500 magistrats, c'est très peu. Et puis, vous avez les magistrats d'ici, les magistrats qui exercent à Poitiers. À Poitiers, vous avez une trentaine de magistrats au tribunal judiciaire de Poitiers, une quarantaine de magistrats à la cour d'appel de Poitiers. Voilà, vous voyez, c'est quelques individus qui sont avec vous dans cette cité et qui rendent la justice tous les jours en votre nom. Oui. Donc c'est pas si loin, il ne faut pas penser que ce soit si loin, si inaccessible. Et d'ailleurs, le Palais des Feuillants vous est ouvert. C'est un lieu public qui vous appartient. Vous pouvez y rentrer, venir le visiter, le voir. Vous pouvez venir assister à des audiences. Les audiences sont toutes publiques.
Quand on dit que la justice, c'est un entre-soi, il n'y a pas moins entre-soi que la justice, puisque vous pouvez y rentrer tous les jours et venir voir tous les jours la façon dont nous travaillons en votre nom. Et vous dire, ben voilà, moi, tiens, j'aurais peut-être pas mis la même peine, qu'est-ce que j'aurais mis, moi, comment j'ai vu le dossier, qu'est-ce que j'en ai compris, qu'est-ce que j'en aurais fait, vous voyez. C'est intéressant aussi de se dire que finalement, vous auriez peut-être fait la même chose, ou pas. Voilà, mais venir vous confronter en fait à l'institution judiciaire. Vous savez que vous avez cette occasion aussi unique, qui est d'être tiré au sort pour être juré avec nous dans les cours d'assises. Ça, c'est un beau moment. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vécu. Il y en a qui ont été tirés au sort ici ? Non, jamais. Eh bien, c'est une occasion qui peut vous arriver, d'être tiré au sort, tout simplement. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales. Ça, par contre, c'est obligatoire. Mais vous pourriez devenir juge aussi, vous, demain, avec nous. Donc, vous voyez, c'est intéressant comme expérience. Donc, c'est vrai que la question de la sociabilité, en fait, des juges, de leur origine sociale, et notamment de ces femmes qui vont devenir juges, c'est aussi une question. Et justement, est-ce que ça implique un changement sur des lois qui peuvent être... des modifications de loi. Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur le fait que l'entrée de ces femmes vont permettre à un certain nombre de sujets d'être pris en compte, et notamment la question des lois sur la parité. Et je voulais aussi revenir sur la question des quotas, parce que vous en parlez aussi. Est-ce qu'une des solutions au problème que vous avez évoqué juste avant, c'est-à-dire cette répartition inégale selon les rôles, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être... une des solutions ne pourrait pas être celle de la mise en place de quotas. Bon, alors quotas, c'est un gros mot. Ça met toujours une petite tension dans les auditoires quand on parle de quotas. Alors avant de parler des quotas, c'est-à-dire des mécanismes correctifs, peut-être peut-on s'arrêter un petit temps pour expliquer pourquoi les femmes ne sont pas en responsabilité. Parce que finalement, pourquoi ? Il n'y a pas de raison, 72% de femmes, il devrait y avoir des femmes en responsabilité. Alors, il y a des raisons, Elles sont identifiées. On peut tout à fait en parler et nous, en termes de société, réfléchir à ce qu'on veut faire. Parce que ce que je décris dans la magistrature, on pourrait le décrire dans de nombreux domaines. Mais voilà ce que moi je dis de ce qui se passe chez nous, dans la magistrature. En fait, dans la magistrature, pour prendre des responsabilités, il y a un certain nombre de règles. Il y a des codes, des parcours qu'il faut poursuivre. Et notamment, une des règles vraiment très importantes pour nous, c'est la mobilité géographique. C'est très important. L'État français estime, au nom de l'impartialité, c'est d'ailleurs un des seuls pays au monde à faire ça, parce que tous nos voisins européens estiment que la mobilité géographique n'est pas du tout une condition à l'impartialité, mais nous, en France, on a toujours pensé que pour être impartial, il fallait souvent changer. Moi, j'interroge beaucoup cette question parce que je la trouve très profonde, cette question, qui est de savoir si un juge doit être dans sa communauté ou ne doit pas appartenir à sa communauté. Ça, je trouve que déjà en soi, c'est vraiment une question presque existentielle sur la place du juge. Est-ce que nous devons être en lien ou est-ce que nous devons être sans lien ? Est-ce qu'un juge, pour vous, c'est quelqu'un qui est totalement impartial et indépendant, c'est-à-dire isolé et indifférent ? Ou est-ce que c'est un juge qui doit être avec vous, à l'écoute de vos difficultés, de vos sujets, de vos préoccupations, et rendre la justice en rentrant dans son palais, mais en ayant entendu tout le monde. Voilà, ça se discute. Je pense que vraiment ça se discute. Donc c'est un vrai sujet. En tout cas, en France, on a tranché. On a dit que les juges devaient bouger tout le temps pour ne pas connaître, pour ne pas être en lien. Voilà. Donc moi, vous voyez, je suis à Poitiers avec vous depuis 3 ans. Eh bien, je sais que je vais devoir repartir. Je ne pourrai pas rester ici, puisque l'institution m'obligera à quitter mes fonctions, quoi qu'il arrive, au bout de 7 ans. Je ne peux pas rester à Poitiers plus de 7 ans. Ça ne sera pas possible. Et puis, 7 ans, c'est pas vrai, parce qu'en fait, si on veut un poste après, il faut partir au bout de 4 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, ça force à partir très vite, à ne pas rester, pour ne pas créer de lien. C'est ça l'idée. Mais ça se contrebalance quand même avec une autre notion que vous avez peut-être en tête aussi, qui est l'inamovibilité constitutionnelle du juge. Vous pourriez me répondre ça. Vous pourriez me dire, oui, mais enfin, quand même, la Constitution dit que les juges sont inamovibles et que c'est une garantie d'indépendance pour eux. Ça veut dire que moi, je ne peux pas dire demain, le juge d'instruction de Poitiers, il ne me plaît pas, je le mets ailleurs. Non, ça n'est pas possible. Mais enfin, beaucoup de correctifs ont été apportés au fil des dernières années, ce qui fait quand même que c'est moins vrai. Un juge d'instruction à Poitiers, par exemple, ne peut pas rester juge d'instruction plus de 10 ans.
Alors 10 ans, c'est une certaine période, mais enfin, ça va vite aussi. Enfin voilà, hein, tout ça se discute, mais au fil des années, c'est ce qui s'est passé. Donc une très grande mobilité géographique pour prendre des responsabilités. Et la mobilité géographique, moi j'aime bien en parler parce qu'elle est vraie dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Je veux dire, à l'hôpital par exemple, hein, pour prendre des responsabilités, eh bien, il faut aussi changer. Bon voilà, c'est vrai partout dans la fonction publique. Et moi j'interroge beaucoup cette règle parce que c'est ce que j'appelle une règle faussement neutre. On nous dit, c'est pour pareil tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, il faut changer pour faire une carrière. Donc c'est parfaitement neutre. Vous dites les femmes qu'il faut beaucoup changer, mais les hommes c'est pareil. Donc c'est apparemment une règle neutre. Mais ça n'est pas une règle neutre en réalité parce que les femmes et les hommes ne vont pas l'intégrer de la même façon. C'est en cela qu'elle ne sera pas neutre finalement cette règle. Pourquoi ? Parce que les hommes à qui on va dire la mobilité géographique c'est indispensable et pour prendre le premier poste de petit procureur, hein, pour commencer sa carrière, il faut faire 500 km. Eh bien, ce jeune homme-là, à 30 ans, il va dire il n'y a pas de problème, je laisse madame et les enfants ici et je pars en célibat géographique prendre mon poste. Une femme, évidemment, va dire ah ben non, moi je ne peux pas laisser les enfants, ça n'est pas possible de laisser ma vie familiale, donc je ne vais pas partir à 500 km. Et là, donc, dès le début de la carrière, parce que ces choses-là se jouent très tôt, eh bien, dès le début de la carrière, un effet aussi en fait, ce centrifuge va se mettre en place très vite. Le garçon va aller prendre très vite son premier poste et la fille va y renoncer, d'autant qu'elle va rentrer dans cette fameuse décennie que je décris comme étant la décennie des bébés. Vous la connaissez toute, cette décennie des bébés. Ce moment où on a fini ses études supérieures. Elles sont longues. Hein. Pour devenir magistrat, il faut avoir fait des études très longues. Mais pour devenir médecin, il faut avoir fait des études très longues. Et donc tout ça, ça dure du temps. Hein. Donc quand on rentre à l'École nationale de la magistrature, aujourd'hui, on a plutôt 27 ans, 28 ans. Hein, on approche de la trentaine quand même. Hein. Donc dès qu'on va avoir le concours et qu'on va avoir son premier poste, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, je parle évidemment majoritairement. Il y a évidemment des femmes qui peuvent faire d'autres choix, bien entendu. Mais on peut dire que majoritairement, on va arriver sociologiquement au moment où on fait les bébés. Or, vous le savez, les bébés, c'est les femmes qui les font. Ça ne vous a pas échappé. Voilà. Et même si on voudrait bien militer pour que ça ne soit plus le cas, c'est quand même encore ça. Et donc, il faut quand même du temps pour faire les bébés. Et puis, grosso modo, pour faire une fratrie, disons 10 ans. Allez. Donc, c'est ce que j'appelle la décennie des bébés. Et cette décennie-là, elle est évidemment extrêmement défavorable aux femmes en termes de carrière. Notamment au regard de cette règle soi-disant neutre, qui est de faire 500 km pour chaque poste. Moi, j'en suis vraiment l'illustration. Hein. J'ai fait 17 déménagements et je n'ai jamais pris un poste à moins de 500 km de celui d'avant. Et je précise aussi que je n'ai jamais pris un poste en début d'année scolaire. Jamais, dans toute ma carrière, je n'ai pris un poste le 1er septembre. Donc, qu'est-ce que vous dit l'institution ? C'est subliminal, hein, mais enfin, toutes les femmes le comprennent. Hein. L'institution vous dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, parce que tout va être compliqué. Hein. Moi, ma fille est née en plein milieu de sa 6e, a dû changer le 3 mars, en plein milieu de sa 6e, et il a fallu passer de Mayotte à Thonon-les-Bains. De la plongée au ski, directement, en plein milieu de sa 6e. Bon, vous voyez ce que ça dit. En fait, ça vous dit, c'est pas favorable comme système, quoi. Hein. On voit bien que ça marche pas. Et je suis arrivée à Poitiers un 1er octobre. Voilà, donc ma dernière mutation encore, c'était toujours pas un 1er septembre. Donc ça n'est toujours pas compatible avec une vie de famille, enfin avec la scolarité des enfants, avec l'installation dans un nouvel endroit. Vous voyez, tout ça est extrêmement défavorable, comme ça, intuitivement aux femmes. Oui, madame ? Attendez. Oui, il y en a quelques-unes. Pas tant que ça, quand même. Moins qu'avant. Là, dans mon livre, vous verrez un certain nombre de femmes célibataires, de femmes qui ont décidé, qui se sont dit, de toute façon, pour faire carrière, il faudra que j'arrête. Je pense à Nicole Pradin. Nicole Pradin, c'est la première femme procureure générale en 1981. Elle, c'est vraiment une femme qui a fait le choix de se consacrer à sa carrière et donc de rester célibataire. Pas d'enfants, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de femmes dans ces générations se sont dit de toute façon, c'est pas compatible, il faut faire des choix. Et peut-être que les femmes de ma génération, quand on les a regardées, ces femmes-là, on s'est dit, c'est pas vraiment des modèles, quoi. Parce que qu'est-ce que ça nous renvoyait comme image ? C'était qu'il fallait faire un choix. Soit tu as une vie de famille, soit tu as une vie professionnelle. Et les deux, ça ne marche pas. Et ça, c'est aussi très défavorable parce que les femmes, elles vont bien sûr culpabiliser. Elles vont tout de suite se dire « Ah non, mais si je veux être une bonne mère de famille, si je veux avoir une vie telle que je l'entends, si on peut vouloir être mère de famille, c'est bien légitime, et avoir une vie stable avec son époux, la carrière, ça ne sera pas possible. » Vous voyez ? Donc, c'est vrai qu'il y a cette tension
entre se dire finalement il vaut peut-être mieux ne pas avoir de vie de famille pour me consacrer entièrement à ma carrière. C'est le cas encore d'un certain nombre de femmes aujourd'hui. Je pense à Chantal Arens, qui a été la première présidente de la Cour de cassation en 2019. Je dis la dernière, je devrais dire la deuxième, parce qu'il n'y en a eu que 2 en 70 ans. Eh bien, par exemple, Chantal Arens est aussi une femme qui n'a pas de mari, pas d'enfant, et qui nous offrait ce modèle. Modèle ou contre-modèle, vous voyez, ça pouvait poser question sur les générations suivantes. Donc oui, c'est une question. Alors je reviens donc à la question de la mobilité géographique. Ça, c'est vraiment structurellement défavorable aux femmes. Le système est défavorable aux femmes. Et puis l'autre fonctionnement chez nous, c'est le cursus honorum. Il est dit chez nous que pour faire carrière, il faut avoir un petit tribunal, puis un moyen tribunal, puis un grand tribunal, puis une cour d'appel. C'est le système, c'est comme ça. Et si vous ne vous conformez pas à ce système, eh bien, la mécanique va se mettre en place et vous expliquer que ce n'est pas possible. Alors, sous quelle forme pour les femmes? Eh bien, c'est lorsque ces femmes ont fini la décennie des bébés. Alors, non seulement elles les fabriquent, mais en plus, elles veulent les élever. Donc, du coup, ça devient parfois 15 ans, peut-être 20 ans. Et donc, elles ont 40, 45 ans quand elles se disent « Bon, ça y est, je suis un peu tranquille, maintenant, je prendrai bien des responsabilités. » Et là, à nouveau, le système se retourne contre elles parce qu'on leur dit « Ah ben oui, mais madame, vous n'avez pas pris un petit tribunal. Donc, vous ne pouvez pas demander un moyen maintenant, même si vous avez 45 ans. Il faudra repartir sur un tout petit. » Et là aussi, elles disent, ben non, un petit maintenant, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, le parcours que j'ai, moi j'estime que je devrais avoir un moyen ou un grand. Et là, le système à nouveau se referme sur les femmes. Donc vous voyez, d'une façon ou d'une autre, ça ne marche pas, quoi. Le système ne va pas. Et c'est pour ça que moi, je milite aujourd'hui au sein du ministère pour dire, bien tout simplement, changeons les règles. Ces règles, elles existent, mais enfin, on peut tout simplement les changer. Et si on changeait les règles, je pense qu'on arriverait à faire mieux. Alors, je n'ai pas oublié votre question sur les quotas, parce que les quotas, c'est un autre levier. Alors, vous connaissez cette grande question des quotas, qui est une question très polémique, qui entraîne parfois beaucoup de réticences, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Les quotas, ce n'est pas un sujet facile. Alors, moi, je l'aime bien, ce sujet. Je pense qu'on peut l'aborder frontalement avec beaucoup de simplicité. Le premier argument qui s'oppose au quota, c'est de dire bah non, parce que seule la compétence compte. Voilà. Il n'y a pas besoin de quota. Les femmes sont compétentes, elles montrent qu'elles sont capables de prendre des responsabilités et elles les prendront. Bon, ça, on peut balayer assez rapidement cet argument. Non. Si la boussole de la compétence fonctionnait si bien, il y aurait des femmes en responsabilité partout. Bon. Donc non, la compétence ne suffit pas. Vous connaissez cette phrase de Françoise Giroud, qui est très connue, mais qu'il faut toujours répéter, parce qu'elle a du sens, très profondément. Nommons des femmes incompétentes à tous les postes, il y en aura autant que d'hommes incompétents. On peut en nommer des femmes incompétentes. Moi, je dis qu'on a beaucoup de marge. On peut nommer beaucoup de femmes incompétentes. On est tranquille. Donc, vous voyez, il y a cette question. Donc, la boussole de la compétence, c'est pas un bon argument sur les quotas. Les quotas, c'est vraiment une politique très volontariste qui dit, bon ben voilà, maintenant on avance et on dit qu'on se met des trajectoires chiffrées. Il faut tant de % de femmes sur les postes à un certain moment. Alors, d'après vous, en France, est-ce qu'on a des lois quotas? Vous avez l'idée de ça? Vous pensez qu'il y a des lois quotas en France? Alors voilà, les élections. Donc, alors là, ça nous permet de rappeler au passage que ce mécanisme de quota pour les élections, il a été mis en place par une femme, parce qu'elle était en responsabilité. Il s'agit d'Élisabeth Guigou, première garde des Sceaux en 1997. C'est elle qui va être à l'origine, quand je parle des femmes de pouvoir qui posent sur la table des sujets de femmes. C'est un exemple, mais typique, historique. Elle arrive à la chancellerie et elle dit « Je ferai la politique de quota dans les partis politiques » et elle va porter la réforme constitutionnelle de 1999, qui est la réforme, vous savez, des lois Chabada. Vous vous souvenez, les listes Chabada, un homme, une femme, c'est elle qui va lancer ça. C'est elle qui va dire maintenant, sur tous les scrutins de liste, les partis sont obligés de mettre moitié d'hommes, moitié de femmes. Bon, que sur les scrutins de liste. Ça n'a jamais marché pour les scrutins unipersonnels, par exemple pour l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 37% de femmes, à l'heure où on parle. Donc, vous voyez, les quotas n'ont pas marché pour toutes les élections. En revanche, elles ont marché de manière remarquablement efficace, par exemple, pour les élections aux conseils départementaux. Il y avait 13% de femmes avant la loi. On est passé à 50% de femmes. Pensez-vous que les conseils départementaux dysfonctionnent depuis lors? Non. Bon. Donc, ça a été remarquablement efficace, la politique des quotas pour les élections, effectivement, et c'est le premier bon exemple. Dans l'État, de manière générale, en France, nous n'avons qu'une seule loi quota à ce jour, c'est la loi Sauvadet, loi de 2012. Cette loi Sauvadet, elle va tout doucement,
parce qu'il ne faut pas trop inquiéter. Elle dit, on voudrait, dans quelques années, avoir 30% de femmes dans les postes de responsabilité de l'État. 30%, on y va doucement, hein. Alors qu'Elisabeth Guigou avait eu le courage politique de dire, c'est 50%. Voilà. Nous sommes 50% de l'humanité, il nous faut 50% des postes. Bon, là, on y va beaucoup plus doucement. On dit d'abord 30, puis ensuite 40, et puis peut-être 50 si ça se passe bien. Hein. Donc la loi Sauvadet, c'est une loi qui va très doucement, mais c'est une loi quota, c'est la première loi quota. Et puis je vous le dis tout de suite, en fait, cette loi, elle n'est pas applicable à la magistrature. Donc ça a été réglé, hein, la magistrature a été mise en dehors du périmètre. Donc nous, magistrateux, nous ne bénéficions pas des lois quota. Il n'a jamais été dit qu'il fallait que 30% de femmes soient présidentes de tribunal. Voilà, ça n'a jamais existé. Et lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui nous nomme, qui vous représente et qui nous nomme, c'est l'occasion de redire que ça n'est pas un entre-soi, la magistrature, et que nous ne nous désignons pas entre nous, ça n'est pas une cooptation, ce sont des gens qui vous représentent, qui nous nomment. Eh bien, le Conseil supérieur de la magistrature a toujours refusé aussi de mettre des trajectoires chiffrées. Voilà. Donc, il n'y a pas de quota du tout dans la magistrature. En revanche, il y a des quotas pour le ministère de la Justice, les gens qui administrent le ministère. Et on a essayé de nommer un certain nombre de femmes au ministère de la Justice, mais enfin, on n'a pas essayé très très bien quand même, puisque le ministère a été condamné à 2 reprises pour ne pas avoir nommé 30% de femmes dans les postes de responsabilité. C'est intéressant quand même hein, de voir qu'un ministère préfère être condamné que de nommer des femmes, y compris un ministère comme le nôtre où il y a un vivier de femmes très important. Que le ministère des Armées dise c'est pas facile parce qu'on n'a pas de vivier, on peut bien l'entendre, mais que le ministère de la Justice ait ce même argument, ça c'est plus difficile. Donc les quotas, c'est quand même, à l'échelle de l'histoire, un mécanisme très très efficace. Quand il se met en place, vraiment les choses bougent. Il faut en être fier. Vous savez que Ursula von der Leyen a signé une pétition il y a quelques années, maintenant 2-3 ans, avec une 40aine de femmes en responsabilité, dont Christine Lagarde, qui disent « Ich bin eine Frau Quota », c'est-à-dire « je suis une femme quota, je ne serais pas arrivée aux responsabilités où je suis s'il n'y avait pas eu de quota ». Eh bien oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci les quotas. Heureusement que ces femmes sont arrivées au poste de responsabilité où elles sont aujourd'hui, car elles sont compétentes, excellentes, et qu'il n'y a aucune raison que Christine Lagarde ne soit pas là où elle est aujourd'hui. Donc la question des quotas, c'est une question délicate. Hein. Beaucoup de femmes aussi sont contre. Hein. Beaucoup de femmes disent « Ah non, mais moi je ne veux pas qu'on dise que je suis là parce que j'ai bénéficié d'un quota ». Moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut être très à l'aise avec ça et dire effectivement, il y a des femmes qui sont là parce qu'un jour on a dit « oui, il faut des femmes ». Et c'est important parce qu'au ministère de la Justice comme ailleurs, hein, comme dans l'État de manière générale, hein, quand un poste important se libère, je l'ai entendu très souvent, j'entends les hommes dire « mais on ne va pas trouver de femmes. Trouver une femme. Où sont-elles les femmes ?» Et on retombe sur l'invisibilité. En fait, il y a des postes importants, on sait qu'il faudrait mettre une femme, ce serait bien, mais c'est dommage, on ne les trouve pas. Et puis, tiens, c'est un homme qui est nommé. Allez hop, et on recommence. Vous voyez, il y a aussi quand même cette question de la visibilité, quoi. Où sont ces femmes dont on se dit elles pourraient prendre des responsabilités demain? En fait, plus on les invisibilise, mieux c'est, quoi, finalement, parce qu'on ne va pas les voir le jour où il y aura un poste important. Vous voyez, tout ça, en fait, se nourrit hein, et s'auto-alimente. Hein. C'est toujours le même système qui est en place. C'est pour ça qu'il faut rendre les femmes visibles. Et c'est pour ça que quand une femme ouvre l'école d'avocats de Poitiers, dans de magnifiques locaux, qu'elle porte ce projet pendant 2 ans à bout de bras, et que c'est grâce à elle que vous avez une magnifique école d'avocats à Poitiers, eh bien, il faut l'inaugurer en mettant une grande plaque avec son nom dessus, parce que sinon, on l'oublie, et sinon, elle est vite invisibilisée. Et quelques mois plus tard, un homme prend la parole dans un colloque en disant que cette école est formidable, sans la citer. Voilà, donc c'est tout ça qui s'auto-alimente, hein, vous voyez, l'invisibilisation des femmes, les quotas, tout ça, ça va ensemble. Hein. Donc je crois qu'il faut être clair. Si nous avons besoin de mécanismes, de trajectoires chiffrées, d'objectifs, eh bien faisons-le. Merci beaucoup. Je vais juste une dernière petite question et après, évidemment, je vous donne la parole. Et justement, c'est la question de la parole et la question aussi de la prise de l'espace par le corps des femmes. Et vous avez cité Elisabeth Guigou. Alors, il y a deux éléments. Quand elle arrive justement comme première garde des Sceaux en 1997, elle se coupe les cheveux. Et elle fait aussi, elle relate un propos un propos machiste d'un homme qui lui dit qu'elle est encore plus belle quand elle est en colère. Et donc, il y a quand même toujours cette question d'être légitime à porter une parole et ne pas être constamment ramené
à des clichés ou à des stéréotypes qui rabaissent finalement la question de la légitimité de ce qu'on porte en termes de discours. Et ça, c'est un vrai levier, en fait, la capacité à occuper un espace, à pouvoir prendre la parole dans l'espace public, alors encore plus quand on rend la justice. Et comment ça se travaille quand on sait qu'on est évidemment dans une société où c'est encore très compliqué pour les femmes de se sentir légitimes à être libre. Alors c'est vrai qu'Elisabeth Guigou, c'est vraiment un exemple qui m'a beaucoup frappée. Elle avait plus de 70 ans quand je l'ai interrogée. Elle est vivante, hein. Mais c'était il y a 2 ans peut-être, quand je l'ai interrogée assez longuement sur son parcours pour qu'elle me raconte. Et vous voyez, à plus de 70 ans, ça la marque encore, elle m'en parle encore avec de l'émotion, hein. Elle me dit, quand je suis arrivée à la chancellerie, elle avait 50 ans, hein. Elle avait fait de la politique pendant des années, hein, donc elle connaissait très bien le milieu, hein. C'était une politique aguerrie, une femme d'un très haut niveau de formation, d'expérience, hein. Mais quand elle arrive à la chancellerie, elle dit « Mes cheveux longs, ça va être un problème ». Elle est blonde, elle est belle, elle sent que ça va être un problème. Et elle se coupe les cheveux. Et elle me dit, hein, 70 ans, ça m'a coûté. Vraiment, j'ai trouvé ça dur. Mais j'y suis allée parce que j'ai bien compris que sinon, on ne m'écouterait pas. Qu'on ne ferait que me regarder. Ça, c'est un enjeu pour les femmes, hein, de ne pas être regardée, mais d'être écoutée. Et c'est là aussi où elle va adopter ce fameux tailleur pantalon gris. Elle ne va plus jamais se mettre en robe, plus jamais porter de couleur. Elle va porter un tailleur pantalon bleu marine ou gris pendant des années. Et moi, je me souviens très bien, hein, j'étais jeune fille à l'époque, et je me souviens avoir vu cette femme, d'apparence un peu austère du coup, hein. Bon, ça faisait un peu masculine peut-être, hein, des codes un peu masculins, mais elle dit à l'époque qu'il fallait que j'adopte ces codes, sinon je n'allais pas pouvoir exercer l'autorité. C'est quand même intéressant d'entendre ça. Donc oui, la question du corps de la femme dans l'espace public, c'est un sujet, et du corps de la femme dans l'espace décisionnel, dans l'espace d'autorité. Donc il y a des choix à faire. Devons-nous choisir de nous invisibiliser encore, hein, encore la question de l'image, hein. Est-ce qu'il faut finalement s'habiller comme les hommes, parler comme les hommes, avoir des attitudes dans les réunions comme des hommes pour pouvoir prendre la place? Ou est-ce que l'altérité peut trouver une place? Est-ce que l'on peut dire nous arrivons dans les sphères de pouvoir et nous arrivons avec ce que nous sommes, notre façon de nous habiller, notre façon de parler et nos sujets de préoccupation? Donc ça, c'est pas réglé, hein. On sent bien que c'est pas un sujet réglé. Nous travaillons toutes ensemble à ça. Mais pour les femmes magistrates aujourd'hui, c'est un sujet. Parce que, vous le savez, se met en place aujourd'hui, vraiment quelque chose que je trouve très fort, hein, quand on y réfléchit, quand on le conceptualise, vraiment se met en place dans les tribunaux aujourd'hui une sorte de face-à-face anthropologique entre les femmes et les hommes. Vous pouvez venir en correctionnel un après-midi à Poitiers et vous verrez ce qui se passe. Cet après-midi, c'était encore le cas. Je suis allée saluer la collégialité qui montait à l'audience et c'était 3 femmes. Donc 3 femmes sont à tenir le tribunal. Le procureur, c'est une femme. La greffière, c'est une femme. Et à peu près toutes les avocates sont des femmes. Et dans la salle, à 14h, sont convoqués 20 hommes. Ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, c'est que ce sont les hommes qui commettent des infractions pénales. Voilà, c'est tout. C'est un constat. Voilà. La loi pénale, elle est enfreinte par des hommes. Majoritairement, bien entendu, il y a des femmes qui commettent des infractions pénales, bien sûr. Mais aujourd'hui, 95% des personnes condamnées sont des hommes. 97% de la population incarcérée sont des hommes. Le système pénal et le système carcéral français ne fonctionnent quasiment que pour les hommes. Bon, voilà, c'est un constat, on peut le dresser ensemble, hein, sans que ce soit un problème, on a le droit de le dire, hein, c'est la réalité. Et puis de l'autre côté, vous avez des femmes. Alors, qu'est-ce qui se met en place là entre les femmes et les hommes, hein? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que nous nous retrouvons à nouveau dans un rôle maternel, un rôle de cadre, de rappel de la norme, hein? On doit rappeler que ça ne se fait pas, que c'est interdit, que escroquer, donner un coup de couteau, taper sa femme, voler, que tout ça, on n'a pas le droit de faire. Allumer des incendies, par exemple. Vous savez que l'année dernière, tous les incendies qui ont été en France, qui se sont déclarés en France, l'ont été de la main d'un homme. Il n'y a que des hommes qui ont fait des incendies l'année dernière.
Il y a 0 femme. Donc c'est quand même intéressant de se poser ces questions. Et puis, de l'autre côté, des hommes qui se disent moi, je suis jugé par des femmes. Ça, c'est quand même un problème. Est-ce que je vais être moins bien jugée? Est-ce que je vais être jugée avec un a priori? Est-ce que ces femmes... Alors, est-ce que ce sera une hystérique? Ça, c'est sûr, ça, déjà, c'est sûr. Mais même, est-ce qu'elle va avoir des préjugés? Est-ce qu'elle va être impartiale à mon égard? Vous savez, c'est cette question notamment des hommes divorcés qui disent évidemment, la juge aux affaires familiales, c'était une femme. Donc, elle était du côté de ma femme. Elle écoutait plus ma femme. Elle était plus prompte à s'identifier à ma femme. Donc ça, c'est vraiment des sujets très intéressants, très importants. Est-ce que les hommes ont confiance dans la justice de leur pays si elle est rendue par des femmes? Rappelons-nous que pendant des siècles et des siècles, les femmes ont été jugées par 3 hommes. Le procès de Bobigny, le procès du viol de Bobigny, c'était 3 hommes qui ont jugé cette femme. Donc, vous voyez, c'est des vraies questions, je trouve, et des questions très intéressantes à se poser collectivement. C'est le peuple français qui doit se poser cette question. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que les hommes, ça pose problème? Est-ce que ça pose problème aux hommes d'être jugés par des femmes? Est-ce que ça pose problème aux femmes de juger des hommes? Enfin, voilà, tous ces sujets se posent. C'est quand même très intéressant, c'est même passionnant en termes d'institutions, de savoir comment ça se passe entre les hommes et les femmes dans un lieu d'autorité aussi chargé de symboles et de force qu'un tribunal. Un tribunal, c'est pas un lieu neutre. Une salle d'audience, il s'y joue des choses... vraiment, c'est la fonction cathartique de la loi qui se met en place, là, comme ça, dans un espace clos, une salle d'audience. Il se passe vraiment beaucoup de choses très fortes dans une salle d'audience. Et aujourd'hui, indéniablement, il se passe quelque chose entre les hommes et les femmes dans les salles d'audience. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez des questions ou bien des réactions, je vais faire circuler le micro. Ne soyez pas intimidés. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Je ne veux pas que vous soyez trop abattus par tout ce que j'ai raconté. Il ne faudrait pas que ça vous semble trop négatif. Ce n'est pas du tout mon intention. C'est plutôt d'éclairer ce qui se passe. Alors, dans les métiers où on voit arriver maintenant beaucoup de femmes, est-ce qu'il ne se pose pas le problème de la dévalorisation de ces métiers? Oui, alors un métier féminisé est un métier dévalorisé. C'est une espèce de petite rengaine là, qu'on entend. Alors là, c'est pareil. Il faut se poser les questions de fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors... Un métier féminisé serait un métier en fait dévalorisé pour plusieurs. Ça peut avoir plusieurs acceptions. D'abord dire finalement ça n'a plus l'autorité et le lustre d'avant. Alors je pense que ça marche pas mal pour les médecins. Voilà. Avant, quand c'était des mandarins, des hommes qui tenaient les services, on trouvait que ça avait du lustre. Puis quand c'est une femme, finalement, bon. Alors sans doute parce que les femmes n'exercent pas l'autorité de la même façon, n'y voient pas les mêmes enjeux. Et cherchent moins à incarner leur institution ou incarner l'autorité. Donc ça peut interroger les femmes et leur façon de faire. Je pense que c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il faut faire comme les hommes ou est-ce qu'il faut faire différemment? Pour faire différemment, il faut que la société dans son entièreté l'accepte, qu'on accepte que les femmes exercent l'autorité, mais pas de la même façon. Et là, du coup, le métier ne serait plus du tout dévalorisé. Il serait simplement exercé autrement. Donc ça, c'est une première réponse qu'on peut apporter. Après, la question de la dévalorisation, c'est il ne faut pas que la société, parce que ce sont des femmes qui exercent ces métiers, se dise on peut moins les payer. On peut finalement leur faire moins de propositions, de responsabilités. On peut moins les interviewer dans la presse. Vous voyez, c'est toute la réaction de la société autour. C'est de dire finalement, puisque c'est des femmes, c'est moins intéressant, quoi. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait la dévalorisation. Donc c'est nous, collectivement, qui décidons ou pas de valoriser ou de dévaloriser un métier féminin. C'est à nous de dire, finalement, quand une femme exerce les responsabilités quelque part, moi, par exemple, je suis la première femme, première présidente à Poitiers, il n'y en a jamais eu avant moi. Eh bien, est-ce que ça intéresse la société? Est-ce que les gens ont envie de m'interroger sur ce que je ressens à être cette première femme en responsabilité à Poitiers dans cet exercice? Madame la bâtonnière va être simplement la 2e bâtonnière de Poitiers. Voilà, il y en a eu une, et puis voilà la 2e. Ouf. Voilà, quand on voit le mur de photos à la maison de l'avocat, il y a un mur de photos, plein d'hommes, très contents d'eux, qui posent. Un mur entier de premiers présidents. Si vous venez au palais, vous verrez, il y a des centaines de portraits d'hommes. Dans tous les tribunaux de France, des centaines de portraits d'hommes. Ça veut dire que ces hommes ont pensé à la postérité, ont pensé à leur mémoire, ont pris soin de conserver cette mémoire. Et les femmes, elles sont invisibles. Voilà. Il n'y en a pas.
j'ai encore fait l'exercice à la Cour de cassation il n'y a pas longtemps. Je me suis longuement baladée dans les couloirs de la Cour de cassation. J'ai regardé tous ces portraits qui sont immenses, immenses, des portraits de 4 mètres sur 4. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Les hommes sont présents. Ils nous montrent qu'ils sont là et ils tapissent les couloirs des tribunaux. Et les femmes, elles, ne sont pas là. Et quand les femmes disent je vais mettre un portrait de moi de 4 mètres sur 3, et bien là, qu'est-ce qu'on dit? Pour qui elle se prend? Un peu d'humilité. Franchement, quelle ambitieuse. Vous voyez, c'est tous ces mots qui viennent spontanément pour critiquer les femmes, là où finalement on trouve normal que les hommes aient laissé de grands portraits d'eux sur tous les murs de France. On a exactement la même problématique avec la représentation et politique, y compris des scientifiques. À force de mettre Lavoisier et sa femme, c'est pareil, c'est comme une femme qui reste la seule femme et Marie Curie, voilà, évidemment. Mais sinon, c'est exactement les mêmes types de problématiques sur les statuts, les noms de rues, les noms. Bon, ça, c'est des choses qui sont en train de changer. Mais oui, bien sûr, et c'est une bonne chose. Je crois que nommer des lieux de noms de femmes, c'est vraiment très important. C'est pas des anecdotes, c'est pas des détails. Je crois vraiment que maintenant, dès qu'on a l'occasion de baptiser un endroit, pour les 100 ans qui viennent, il faut mettre plus que des noms de femmes. Parce qu'on a tellement de noms d'hommes qu'on peut rattraper. Mais il faut y penser, il faut avoir cette volonté, il faut le faire de manière, assumée. Voilà, désormais, pour les 100 ans à venir, il n'y a plus que des noms de femmes pour les rues, pour les places, pour les colonnes et pour les salles d'audience. Voyez, il faut faire ça de manière volontariste. Et on n'aura aucun mal à trouver des noms de femmes. Parce que des femmes formidables, il y en a plein. Bonsoir. Avez-vous rencontré quelques difficultés avec le ministère de la Justice pour éditer votre livre? Ou de hauts magistrats? Hommes, bien sûr. Ou femmes, parce que... Alors, cette question-là, on ne me l'a jamais posée. C'est la première fois qu'on me la pose. Non, je n'ai pas rencontré de difficultés dans la mesure où je ne suis pas non plus passée par eux. Je ne me suis pas mise sous les fourches codines de l'institution, mais je ne m'en suis pas cachée non plus. Les 17 portraits, je les ai publiés au fil de l'eau dans un journal professionnel, en quelque sorte. Donc tout le monde en a eu connaissance pendant 4 ans, tout le monde les a lus, les portraits. Donc tout le monde savait que j'avais cette démarche historique. D'ailleurs, la démarche historique, elle pose pas trop de problèmes. En revanche, lorsque j'ai dit que j'allais y adosser les concepts, et que j'allais expliquer ce qui se passe dans la magistrature et dénouer un certain nombre de mécanismes, là, certains ont trouvé qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils ne pouvaient ne pas partager mes analyses, et c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui trouvent qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, et c'est très bien, ça s'appelle débattre. Moi, ce que je cherche, c'est à faire œuvre... vous voyez, c'est vraiment un point d'histoire de la magistrature. Voilà, ce livre, aujourd'hui, c'est, pour la première fois, un point d'histoire. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de ces questions en 2023. Je travaille sur ces sujets depuis à peu près 15 ans. J'étais directrice de cabinet de la ministre des Droits des Femmes il y a environ une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un sujet que je connais très très bien, que je travaille depuis longtemps. Donc le ministère a bien compris que j'étais légitime à porter ces sujets. Et lorsque le livre est sorti, beaucoup de hauts magistrats sont venus vers moi, l'ont acheté, m'en ont parlé et ont discuté et débattu avec moi, bien sûr. Après, évidemment, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec mes analyses et puis pas d'accord avec ce que je propose, parce que moi, c'est pas simplement analyser qui m'intéresse, maintenant, c'est proposer des changements. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ça, tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord au sein de l'institution. Oui. Du coup, comme on peut vous poser des questions, c'est une question aussi personnelle et familiale. Qu'est-ce qu'elle dit, votre fille, aujourd'hui, de tous ces déménagements? Comment elle l'a vécu? Elle s'est mariée le week-end dernier. Elle a envie de bouger, elle aussi, parce que je crois qu'en fait, on lui a donné plutôt le goût de ses déplacements. Mais enfin, ça, c'est une question très personnelle. Pour elle, ce qui est sûr, c'est que ce que dit votre question, c'est que l'engagement professionnel exige finalement un engagement familial. C'est ça que nous dit l'institution. C'est qu'il faut tout emmener avec vous, quoi. Si vous partez, moi, les 17 fois, tout le monde est parti avec moi, mon époux et mes 3 enfants. Donc ça veut dire que c'est des vrais choix personnels, familiaux, collectifs en fait en quelque sorte. Il faut être très soutenu. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue par mon environnement
personnel. Parce que dans d'autres circonstances, ça n'aurait pas été possible. Voilà, mon époux aurait pu me dire non. Ça, je n'ai pas l'intention de faire. Et il aurait été légitime à le faire. Il se trouve que nous avons fait d'autres choix communs. Mais je sais que beaucoup de femmes dans mon environnement me disent oui, mais moi, je ne peux pas parce que moi, mon mari, par exemple, il est avocat. Alors, il ne peut pas bouger. Parce que quand on a une clientèle d'avocats, on ne bouge pas comme ça. Bon, donc, mais ça, c'est un problème qui est un peu dans toute la haute fonction publique aujourd'hui. C'est les couples qui travaillent. Avant, un magistrat, il se déplaçait, sa femme suivait, elle ne travaillait pas. Elle était la femme d'eux. La femme du préfet et la femme du président du tribunal. Donc, elle se déplaçait, elle n'avait pas de métier, c'était facile, elle s'occupait des enfants, enfin, tout ça était assez simple. Bon, c'est évidemment beaucoup moins vrai maintenant. Les magistrats, les magistrates, elles sont mariées avec des époux qui travaillent et qui disent « oui, mais t'es gentil, mais moi, j'ai aussi ma profession ». Et c'est à nouveau incompatible avec cette mobilité géographique obsessionnelle. C'est pour ça que je pense que ce système ne peut pas perdurer, qu'il faut arrêter avec cette mobilité géographique. Parce qu'elle est défavorable aux hommes, aux femmes, mais finalement, les hommes n'en ont pas trop envie non plus maintenant. Hein. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui disent « moi, déménager tout le temps, j'ai pas envie non plus ». Donc c'est ce système, en fait, qui est presque obsolète, en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut changer le système, pour les hommes comme pour les femmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce dont vous parlez, c'est de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, c'est un problème que tout le monde rencontre, les hommes comme les femmes, hein, d'ailleurs. Les hommes comme les femmes, mais simplement les femmes vont en parler beaucoup plus. Je vois bien quand je fais un recrutement, jamais les hommes me disent « Ah oui, mais moi, j'ai un enfant qui est scolarisé, il faut que je puisse partir à 5 heures pour aller le chercher. Attendez, ça va être un sujet, quoi. » Alors que les femmes, elles m'en parlent tout le temps. À chaque fois que je fais un recrutement, les femmes me disent oh, « J'ai très envie de ce poste, mais attention, hein, il faut que je puisse m'occuper de tout, quoi. Il faut que je puisse avoir toutes les vies en même temps. » Et pourtant, les hommes, ils ont la même vie. Parce que c'est avec eux qu'on fait les enfants, c'est avec eux qu'on vit. Donc, ils font comme nous, normalement. Mais ils n'ont pas les mêmes choses à mettre sur la table quand on en parle. Alors ça, c'est la question de la charge mentale. Hein, c'est-à-dire que moi, depuis 30 ans, je pense toujours à est-ce qu'il y a une pizza ce soir dans le frigidaire pour faire manger la famille, voilà. En même temps que je juge, je pense à ça. Donc, j'ai une charge mentale. Et je pense que mon collègue à côté, il ne pense pas à ça. Voilà, donc là, mais c'est pas la magistrature, c'est pas la fonction publique. C'est la société qui est comme ça. Et donc c'est ça qu'il faut qu'ensemble nous fassions progresser et que nous ayons tous la même charge mentale. Moi, je pense que pour les jeunes, peut-être que ce sera plus simple maintenant parce qu'ils en parlent plus tôt dans leur jeune couple. Donc moi, ma fille aînée, par exemple, elle a dit très clairement à son futur époux, enfin à celui qui est son époux aujourd'hui, qu'ils allaient partager la charge mentale et les tâches domestiques. Voilà, donc je pense que tout ça avance, progresse, pas aussi vite qu'on le voudrait, malheureusement, mais ça impacte évidemment la carrière des femmes, c'est sûr. Ces déplacements régionaux, hein, qui sont nombreux, est-ce que ça ne se heurte pas à une réelle différence de comportement selon les régions? Enfin, est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un modèle, vous êtes un standard, et ce standard, il est vécu dans des endroits très, très différents, historiquement, géographiquement. Est-ce que ça ne militerait pas sur votre opinion de dire, bon, bouger, d'accord, mais pas tant que ça. C'est très intéressant, votre question. Le standard dont vous parlez, en fait, c'est la loi. Voilà, la loi. Moi, je suis juge et j'applique la loi. Occasion de rappeler la séparation des pouvoirs. Hein. Moi, je ne fabrique pas la loi, je ne conçois pas la loi, je n'écris pas la loi. Ça, c'est les députés. Vous avez des députés, vous les connaissez. Vous avez d'ailleurs à Poitiers le président de la commission des lois, hein, M. Sacha Houillet. Donc, eux, ils fabriquent la loi, c'est leur métier. Moi, mon métier, c'est d'appliquer la loi. Lorsque vous venez devant moi et que vous dites, moi j'ai un cas, c'est mon cas à moi, et bien, il faut appliquer la loi à ce cas-là. Moi, mon métier, c'est ça. Donc, moi, j'ai la loi, et vous avez raison, je l'amène partout avec moi. Chaque fois que je vais quelque part, la loi, elle est la même et elle vient avec moi. Mais par contre, le biotope, c'est pas le même. Ça, c'est certain. Et alors, moi, je l'ai particulièrement vécu parce que vous imaginez bien que quand on arrive avec la loi française à Mayotte, voilà, il y a une petite tension. Petite tension que j'illustre très bien, puisque moi, lorsque je suis arrivée à Mayotte, eh bien, on m'a expliqué que se pratiquait encore la polygamie, la répudiation, le mariage des mineurs prépubères, l'inégalité successorale, les femmes avaient 2 fois moins que leurs frères, et la meilleure, celle que je préférais, l'inégalité testimoniale, le témoignage d'une femme
valait 2 fois moins que le témoignage d'un homme. Alors, c'était l'application de la charia comorienne, ça l'est toujours d'ailleurs, puisque, au bénéfice de l'article 74 de la Constitution, les Mahorais bénéficient d'un statut civil de droit local. Et donc, peuvent appliquer toutes ces règles qui sont les leurs, protégées par la Constitution. Et lorsque vous êtes juge de la République française, vous arrivez là-bas avec la loi française, mais il faut composer avec tout ça. Voilà, donc là, des tensions, elles existent, c'est évident. Donc, vous êtes un juge d'ici, là-bas. Vous êtes là-bas avec les lois d'ici. C'est une dialectique pas facile à vivre. Il faut l'accepter. Donc voilà, par exemple, ça peut poser question. En revanche, parce que là, je vous prends un exemple extrême. Évidemment, Mayotte, c'est vraiment un outre-mer très atypique et très éloigné. Donc c'est peut-être plus compliqué. Après, par contre, mon expérience de la loi, vous voyez, entre la région parisienne, Poitiers, les Alpes ou la Bretagne, tous les endroits où j'ai exercé en métropole, j'ai pas vu de différence importante. Les populations françaises sont quand même réagissent à peu près de la même façon à la loi aujourd'hui. On a à peu près un standard quand même de réaction à la loi. Moi, je ne verrais pas vraiment beaucoup de différence selon les endroits. Ça milite d'ailleurs dans ce que je prétends sur l'impartialité. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense qu'on peut aller partout rendre la loi et qu'on pourrait rester quelque part sans pour autant que ça pose problème, puisque les populations françaises aujourd'hui sont quand même relativement homogènes sur leur rapport à la loi. Aussi sur leurs difficultés de rapport à la loi. Les questions qui se posent, elles se posent partout. Peut-être quand même, je peux dire que ce que j'ai trouvé plus différent, on va dire, c'est la région parisienne. Je trouve qu'il y a une tension en région parisienne qui n'est pas la même qu'en province. Et revenir en province aujourd'hui, appliquer la loi en province, je vois qu'il y a quand même moins de tension qu'en région parisienne, où il y a des zones très défavorisées et vraiment des affrontements qui sont peut-être plus directs, plus forts. Vous voyez, au tribunal de grande instance, tribunal judiciaire aujourd'hui de Pontoise, il y avait une tension permanente dans ce tribunal. Vous voyez, beaucoup d'agitation, beaucoup de monde tout le temps. Au tribunal de Poitiers, c'est plus calme. Il se passe des choses, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, bien sûr, mais c'est plus calme dans les rapports sociaux. Donc le juge ne se positionne pas exactement de la même façon parce qu'il y a peut-être moins de tension sociale autour de lui. Voilà ce que je pourrais dire. Si je réponds bien à votre question, mais c'est ça. Je vous propose de clore, en tout cas les discussions comme ça en échange public. Il y a quelques exemplaires du livre de Gwenola Jolikos que vous pouvez acquérir et puis après faire dédicacer et échanger avec elle. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt. Merci Madame Morel.